Palais Bourbon, la départementalisation du territoire. La départementalisation, c'est d'abord l'assurance, la garantie du traitement égalitaire, ce que nous n'avons jamais eu depuis que nous sommes français. Le changement de statut impose désormais à Mayotte de mieux fixer ses priorités. La priorité, c'est d'abord l'éducation et la formation professionnelle. Parce que même le commerce, ça s'apprend. On ne s'improvise pas commerçant. Retour à Mayotte. Après une dizaine d'heures de vol, le choc culturel est garanti. Les Mahorais savent recevoir. Chaque année, 256 000 passagers utilisent l'aéroport. L'aéroport de Dzaoudzi qui est situé en Petite Terre. Et c'est cette barge qui assure les derniers kilomètres vers la Grande Terre, une liaison vitale qui sert de bateau-bus chaque jour à des milliers de salariés. C'est fait pour les gens, quoi, parce que si les gens ne traversent pas, ils ne vont pas vivre, quoi. La STM transporte plus de 4 millions de passagers par an. Contre toute attente, cette ligne est une des plus fréquentées de France. Avec la barge, nous arrivons à Mamoudzou, en Grande Terre. C'est le centre économique et administratif de Mayotte. Et c'est ici que nous allons retrouver le député Abdellatifou Ali. Mayotte n'est pas une société capitaliste. Mayotte a l'ambition de devenir une société capitaliste. Et il faut dire que chez nous, c'est peut-être notre côté africain, on est davantage enclin à partager ce que l'on a plutôt qu'à le vendre et à faire des bénéfices. Pour les plus de 95% de musulmans à Mayotte, la départementalisation se traduira par la prédominance des règles civiles sur les règles religieuses. La polygamie, le mariage à 15 ans ou l'attribution de juges musulmans ne seront plus tolérés. Mayotte est en phase de transition, non seulement statutaire, mais aussi démographique et économique. Sa densité de population est une des plus élevées de France, son PIB par habitant faible, son taux de chômage de 26% très élevé. Avec la départementalisation, Mayotte pourra bénéficier de mesures de soutien au marché de l'emploi. Les entrepreneurs seront exonérés des charges sociales, ce qui va favoriser l'emploi des gens qui devraient être actifs demain et qui sont en âge de travailler. Et parce qu'il faut le dire et le répéter, l'inactivité, ça représente au moins 50% de la population ou des gens qui sont en âge de travailler. Pour affronter son avenir dans son nouveau statut, Mayotte devra mieux exploiter ses ressources naturelles, comme par exemple le secteur de la pêche. Avec une zone économique exclusive de 74 000 km², l'île dispose d'un important potentiel. Comme un symbole de plus, deux types de pêche coexistent à Mayotte. Une pêche industrielle tonnière et une pêche encore artisanale, rudimentaire et en grande partie vivrière. Les enjeux de la mer n'ont pas échappé aux élus. En dépit d'un endettement endémique, le Conseil général apporte son soutien aux professionnels du secteur. Derrière le lagon, c'est une mer assez poissonneuse. Donc la pêche a vraiment un avenir dans cette île. Et je crois que nous ferions un bon projet, une bonne réalisation en développant à travers l'île de Mayotte des petits ponts, des petits ports de pêche, des pontons, donc ils pourront pêcher. Et puis il faudra maintenant qu'on pense à la transformation, la conservation et à la transformation de ce produit pour l'exporter. Robert, le capitaine du M. Toiro, rentre au port après 24 heures de mer. Il pêche à la palangre sur un des 5 longs liners achetés par le Conseil général. Cette pêche se pratique de nuit à 20 km des côtes. Les pêcheurs posent une ligne de 36 km de long chargée de 800 hameçons. Il faut 8 heures pour remonter la ligne. Cette technique est plus respectueuse de la ressource halieutique. En fait, on est plus dans la pêche de frais parce qu'on fait que 24 heures. Donc c'est de la pêche de frais et c'est pas de l'industriel, c'est encore de la pêche artisanale. Il est temps que ça se développe, qu'on ait des structures, que ça se développe, que ça se professionnalise. Parce que bon, c'est bien les barques, les poissons de fond, je suis tout à fait d'accord.
pour vraiment la petite pêche artisanale. Mais je pense qu'il y a moyen de faire connaître aux gens l'espadon, le thon, du poisson qui est un peu plus noble et qui peut se travailler comme ça sur des petites unités en créant énormément d'emplois. Le thon et l'espadon sont peu consommés à Mayotte et pourtant Robert y croit. En moyenne, son équipage en pêche 450 kg par sortie. Ça a été très bonne pour une journée là. On a fait vraiment une très bonne pêche hier soir. Bon, c'est quoi? Allez, vous y allez, vous chargez en camion. Allez, on y va. Oh, Irak, prends 2 gars avec toi pour pouvoir décharger bien comme il faut. Robert est employé par la Copemaille, c'est la coopérative des pêcheurs de Mayotte créée en 1978. Sa mission, développer la pêche artisanale et valoriser le marché local. Grâce à la Copemaille, les pêcheurs bénéficient d'une essence détaxée et de stocks de glace gratuits. Il faut à peu près 2 kg de glace pour 1 kg de poisson. Donc à peu près. Et là, comme on fait du frais, on part 24 heures. Si on fait 1 tonne, 500 kg de glace, c'est suffisant. Voilà. Parce qu'en fait, il est pêché exclusivement de nuit, donc il ne prend pas trop la chaleur. Et c'est vraiment voilà, la grande qualité. La pêche à la palangre est confrontée à une concurrence déloyale. 50 tonniers sonneurs français et espagnols pillent les eaux de Mayotte. Ils y pêchent 12 000 tonnes de poissons par an contre 2 000 pour les Mahorais. Pierre Bobet, le directeur de la Copemaille, s'inquiète de la gestion de cette ressource. Se pose la question de la survie de cette pêche et l'avenir de cette pêche, c'est qu'on est en concurrence directe avec les thoniers français et espagnols et les thoniers senneurs qui capturent du thon pour faire de la boîte de sardines. Nous, on prend du thon, on essaye de le valoriser en frais. Donc c'est 2 marchés différents. Eux font de la quantité et puis ils ne sont peut-être pas très respectueux de la pêche. Par contre, nous, on essaye de préserver pour que ça dure le plus longtemps possible. Là, donc c'est des très jolis thons obèses. Donc ça, c'est la bonne qualité. La pêche à Mayotte est encore peu organisée. La Copemaille s'efforce de professionnaliser le secteur. Il y a d'une part Robert là, qui est commandant, et puis il y a les deux pêcheurs là, qui sont des pêcheurs du coin. Hein, on essaie de former. On a formé une équipe de 7 à 8 bons pêcheurs qui ont l'habitude qui ont appris la technique de la palangre. Les produits pêchés suivent leur marche en avant vers le consommateur. Prochaine étape, la coopérative qui dispose d'un des seuls points de vente aux normes européennes. Les produits sont donc garantis de première fraîcheur. Donc là, on va à la coopérative qui est à 200 ou 300 mètres. Et on est obligé de prendre le véhicule frigorifique pour respecter la chaîne du froid. Eh bien, on fait très vite pour pouvoir débarquer le poisson, le peser et le mettre en glace. « 76,5 ». Allez, vous tirez ça. L'équipage sait combien il a pêché. Comme ça, au moins, il peut être payé. 300 € pour le commandant, 300 € la nuit. Et les équipages, 200. C'est bien mérité quand même. Voilà. Ils sont partis hier, ils rentrent aujourd'hui, donc voilà. Avant la mise en glace, les poissons passent au nettoyage. Un coup de rinçage avant d'être stocké sous glace. Trié par catégorie. Les thons, on gratte le thon pour avoir une très bonne qualité sashimi ou une qualité à cuire. On surgèle aussi pour des restaurants qui ont une demande. On fait des longes, on prépare. Ça leur évite d'avoir un poisson entier, on leur fait des préparations. Longe, filet ou tranche. Donc là, maintenant, on continue le process, on avance et puis on va mettre en chambre froide. Vous le mettez là en long, recule et le ventre en bas pour pas qu'il y ait d'eau qui reste dedans. Tournez-le. Voilà, bien calé, bien rapprochez-le qu'on en mette plus. Le voilier, on le met tout de suite pour Régis à l'Andorre. Mets-lui quelques thons. Oui, ben on travaille en synergie avec la poissonnerie de Captain Andorre. Bon, on essaye de s'organiser parce qu'on est peu nombreux dans la filière. Si en plus on tire la bourre, c'est pas bon. C'est-à-dire que nous, on lui fournit du poisson, il nous donne un coup de main pour débarquer quand c'est le moment. Donc voilà. Régis Maceo, alias Captain à l'Andorre, est un des 3 poissonniers de l'île. Pour lui aussi, le marché local doit s'ouvrir aux thons et aux espadons. Mais on va faire nos achats. Voilà déjà, c'est la première des choses. On va participer à la distribution en fait, de ce produit autour de l'île. Certains clients donc attendent certains types de poissons. Grosso modo, on va acheter 4, voire 5 thons, le voilier. Puis vous voyez, tout est distribué.
Le Capitaine Alandor et la Copémaille sont déjà prêts pour la départementalisation. Ils souhaiteraient servir d'exemple aux autres pêcheurs de l'île. Bon, vous avez bien mis les prix? Ok. Et on essaye d'apporter un plus au niveau de la qualité, des règles d'hygiène, donc on essaye de mettre tout sous glace. Donc c'est essayer de valoriser au mieux. L'objectif, c'est de promouvoir la production au pays. Donc il y a une campagne qui a été lancée, vous avez pu voir les publicités là qu'on a mis en place. Notre objectif, c'est de développer au maximum le marché local. 10% de la production passe par nous, puisque le reste est vendu directement en brousse pour les villageois. À quelques kilomètres de Mamoudzou, le village de pêcheurs de Msapéré. C'est l'autre visage de la pêche à Mayotte. Ici, au bord de la route, des vendeurs à la sauvette alimentent le marché local. Ces produits viennent d'être pêchés à bord de pirogues ou de barques Yamaha, des embarcations en contravention avec les règles de sécurité. Ces pêcheurs partent 4 ou 5 jours en mer et s'aventurent dans des eaux dangereuses et parfois interdites. Ils ramènent des poissons de fond comme le vivano, la bonite, le thon jaune ou le mérou. Leur prix défie toute concurrence. On trouve 3 euros, 4 euros, 5 euros la pièce. La pêche est un amortisseur social. Près de 1000 familles vivent de cette ressource, comme ce vendeur qui joue les intermédiaires. J'achète une bonite 3 euros pour vendre 4,50 euros. Je trouve 50 centimes, tu vois. Cette technique artisanale ne respecte pas les règles d'hygiène, mais elle fournit depuis longtemps l'alimentation de milliers de familles mahoraises. Là, devant la route, déjà, c'est tout prêt. On vient, on peut discuter même le prix, même choisir nous-mêmes. Voilà, ils sont gentils, ils coupent. Voilà, c'est vite fait. Ils coupent même le sol. On sait que le poisson est frais. On n'est pas trop regardant sur les emballages, sur la manière dont ils le coupent. Dans les coopératives, c'est une référence. La coopérative locale des pêcheurs, la Covipem, est précisément à quelques mètres de là. C'est Sharif Abdallah qui gère la flamboyante halle des pêcheurs. Là-bas, c'est l'entrée. Comme c'est l'impasse, on entre là, on sort. Donc vous arrivez là-bas, c'est là que vous allez voir la halle des pêcheurs. Pour le moment, il ferme les yeux sur les pratiques illégales. Changer les habitudes de pêche prendra du temps. Il y a certains pêcheurs qui préfèrent en cachette là. C'est en cachette parce que là, on n'a rien vu, nous. Qui revendent directement pour... Parce qu'il y a deux choses. S'ils vendent là-bas, et le pêcheur, le patron, saura combien de quantités ils ont pêché. Mais s'ils vendent ici, c'est-à-dire ce sont eux les pêcheurs qui sachent, mais le patron ne sache pas. Donc il y a des volets là qui sont différents. Salariés menteurs contre patrons truqueurs, à qui profite le travail clandestin? Les gens que vous voyez vendre là-bas, il y a deux trucs. Ce sont des gens qui n'ont pas de papier et des fois ils trichent sur le balance. Et on a dénoncé ça plusieurs fois au niveau de l'administration, mais il n'y a rien. Ça va. Là, il faut voir ceux qui ont des papiers, ceux qui n'ont pas de papiers. La lutte contre l'immigration clandestine est une priorité politique. La nuit tombe sur Mayotte, c'est le risque maximum pour les milliers de Comoriens qui tentent d'atteindre les côtes françaises. Plusieurs naufrages ont été déplorés ces derniers mois et des centaines de décès comptabilisés. Nous ne disposons pas de chiffres officiels, mais près de 30% des habitants de Mayotte seraient clandestins. Police aux frontières, gendarmerie et douane travaillent conjointement. 20 000 personnes ont été reconduites à la frontière en 2009. Au petit matin, la douane est déjà sur le pied de guerre. L'équipe en mer est dirigée par Eric Garcia, le chef d'unité. Son travail est fastidieux. La douane de Mayotte porte une double casquette. La mission ici, essentiellement à Mayotte, elle repose sur deux grands piliers. À savoir que nous faisons les missions douanières et fiscales, donc traditionnelles à la douane, comme la lutte contre le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes, les contrefaçons. Alors ça c'est la partie, on va dire, le premier pilier. Et le deuxième pilier, c'est dans le cadre de l'action de l'État en mer, et qui est particulièrement ici à Mayotte est très importante, puisque c'est dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Donc nous allons partir nord-est, nord, et on ira jusqu'à l'ouest. Les douaniers recherchent des kwassa-kwassa,
Ce sont des embarcations de 5 à 9 mètres de long en résine dans lesquelles s'entassent jusqu'à 68 personnes. De loin, il est difficile de distinguer un kwassa d'une barque de pêcheurs. Donc il y a un système de surveillance ici à Mayotte, aussi bien visuel, puisqu'on va naviguer, donc on peut tomber sur initiative sur une barque, alors qu'au départ on ne sait pas ce que c'est. Ça peut être une barque de pêche, une barque d'immigrés clandestins, voire les deux, puisque les deux peuvent être joints, et en plus dans le cadre économique, donc on peut être sur une barque de pêche alimentée d'employés dits clandestins. Quand il intercepte un kwassa, le douanier se fait secouriste. Ils peuvent avoir une panne mécanique durant le trajet et le kwassa se retourne. Auquel cas, ou régulièrement, dans le cadre du secours maritime, on sauve quelques kwassas. Mais là, on ne reste plus dans l'immigration clandestine, on est passé en secours maritime. Ils ont repéré une barque, un point noir à peine visible dans l'océan. On voit une masse sombre qui se trouve dans l'axe. C'est un objectif. On va voir de plus près s'il s'agit d'un kwassa ou d'un pêcheur ou d'un plaisancier. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a très souvent, on verrait un bateau, une barque en circulation, où on verrait une personne à la barre franche et tous les étrangers tapis au fond de la barque pour justement nous présenter qu'une seule personne. Donc si on restait à distance, on pourrait dire qu'il n'y a qu'une personne, et vu de plus près, on verrait que les étrangers se sont mis tout tapis au fond de la barque pour se cacher. On va les contrôler, donc il sera rassuré. La douane se rapproche, a priori ce sont de simples pêcheurs. Vous allez rouler, hein? Vous allez rouler? Ok. Après un contrôle d'usage, c'est une fausse alerte. Il s'agit d'un pêcheur mahorais. Immédiatement, l'équipe repère autre chose. C'est plus intéressant l'autre. C'est plus intéressant parce qu'il est en mouvement. Généralement, les pêcheurs, ils restent en dérive. Un kwassa, il est en mouvement. Dès qu'ils nous voient ou dès qu'ils voient un bâtiment qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ont reconnu étant comme un bâtiment de l'État, ils stoppent leur progression. En 2 minutes, la douane rattrape la barque. Oui, ils sont moins... De loin, un rapide contrôle d'identité. Bonjour messieurs. En un coup d'œil, les douaniers repèrent déjà des irrégularités. C'est la douane. C'est une barque anjouanaise. Et mes documents du bateau, s'il vous plaît. Merci. Et vous êtes autorisé à la pêche? Vous êtes pêcheur ou pas? Donc là, c'est un contrôle triple. Le but est de savoir s'ils ont un contrat de travail. Si toutefois ils n'avaient pas un contrat de travail, on serait à même de relever l'infraction sur le travail illégal. Plus en présence d'un étranger en situation irrégulière. Et plus, et là ça concerne directement la douane, où on est en présence de l'essence détaxée. Et dès l'instant où il ne remplit plus les conditions liées à la pêche, il ne peut plus prétendre à bénéficier de l'essence détaxée, auquel cas nous serons amenés à retaxer l'essence, en toute taxe comprise ici à Mayotte. Là il va morfler, c'est sûr. Oui, 40 chevaux, c'est un moteur de haute consommation déjà ici. L'amende sur l'essence détaxée s'élèvera entre 7 et 8 000 euros. Les pêcheurs et leurs patrons devront se présenter au tribunal dans la semaine. Cette convocation sonne la fin de la journée des douaniers. L'année passée, ils ont intercepté une trentaine de kwassas, soit près de 600 clandestins, et une quarantaine de passeurs. Pourtant, beaucoup passent dans les mailles du filet, et le choc est violent. Ils pensaient à l'Eldorado, et c'est la misère qui les attend. Le secteur de l'aquaculture emploie des salariés déclarés. Direction le site aquacole de Mayotte Aquaculture, dirigé par Yann Perrault. Sa production annuelle bat tous les records de l'outre-mer français, 150 tonnes de poissons pour Mayotte contre 60 à la Martinique et 40 à la Réunion. Eh bien, on reste sur la ferme d'élevage des poissons, qui se trouve à peu près à 400 mètres du littoral, du bord. Le secteur aquacole est le premier exportateur de l'île. Les poissons sont élevés
dans ces cages placées en mer. Vous voyez qu'on a plusieurs enclos. Alors, chaque enclos contient un lot de poissons qui est tracé de sa naissance à sa vente. Les conditions naturelles de Mayotte facilitent son développement. On a des conditions privilégiées au sein du lagon de Mayotte. Mais il faut savoir qu'aussi ce lagon joue son rôle. Avec sa barrière récifale, va empêcher les intempéries locales internes au canal du Mozambique d'entrer dans le lagon mahorais. Donc dans ce canal, les eaux sont chaudes et stables toute l'année. On n'a pas d'intempéries, donc on n'a pas d'obstacle biologique à la croissance de nos poissons. Une espèce de poisson unique dans la région, des ombrines osselées importées du golfe du Mexique. On a choisi cette espèce de poisson parce qu'elle a des performances de croissance intéressantes, qui ont été étudiées dans un premier temps par Ifremer à la Martinique. Et ce qui nous a permis, nous, de choisir tout simplement cette espèce, à la fois pour ses performances de croissance et pour sa qualité de chair. D'abord des alevins, ils deviennent des poissons adultes de 3 ou 4 kilos après 2 années d'élevage. En fait, tous les 3-4 mois, on va réalviner, ça veut dire qu'on va acheter des alevins, on va les mettre à l'eau et on va les faire grandir pendant 2 ans. Qu'ils soient petits ou grands d'ailleurs ces poissons, vous voyez cet opérateur qui attend et qui en fait est au service du poisson. Les employés de Yann Perrault sont majoritairement issus du centre de formation du GSMA, le service militaire adapté. Nous employons des jeunes formés par le GSMA. Aujourd'hui, 95% de notre effectif est issu du GSMA. On a Twanti Toumani, qui nous sort du GSMA 2009, qui a été embauché en 2009 ici, qui a fait ses preuves et qui travaille avec nous et qui aujourd'hui s'occupe du stagiaire de l'année d'après. Ce stagiaire s'appelle Shaharaman. Il est en 2e année de formation au métier de la mer. Une journée en travaux pratiques, l'autre sur le site du GSMA, à Combani, au centre de l'île. Cette année, le GSMA fête ses 23 ans, des années d'apprentissage du terrain qui font du groupement du service militaire adapté le plus qualifiant des centres de formation de Mayotte. Avec l'adjudant Yannick Lebeau, visite au cœur du site. Il y a 172 stagiaires cette année qui font une formation professionnelle au sein du GSMA. Il y en aura 228 en 2011 et il y a 16 formations professionnelles qui sont dispensées au SMA. L'une d'entre elles, c'est les métiers de la mer, du moins la formation aquaculteur matelot. Ici, c'est comme à l'école, mais les élèves entrent en rang serré, une ambiance studieuse pour le cours d'aquaculture. Incontournable de connaître les caractéristiques du milieu marin et d'en déduire les relations qui existent avec l'aquaculture marine. Ça veut dire que pour exercer l'aquaculture, tu dois être capable de connaître ce qui fait ton milieu, ce qui fait le milieu dans lequel tu vas travailler. C'est-à-dire que tu dois savoir dans quoi va évoluer ton poisson, dans quoi est-ce qu'il va vivre, d'accord ? C'est-à-dire si jamais il va être embêté par quelque chose, si jamais quelque chose va lui faciliter sa vie, donc la croissance, donc tu vas pouvoir le vendre plus vite et gagner de l'argent rapidement. Le cours d'aquaculture est prisé car la formation est prometteuse. Les fermes aquacoles sont en pleine expansion. C'est pour ça qu'on se place sur ce marché en termes de débouchés, parce qu'on espère que demain, les métiers du lagon et les métiers de l'aquaculture nous permettront d'avoir des débouchés. La théorie est au service de la pratique. Nous retournons sur le site de Mayotte Aquaculture. Il est l'heure pour les stagiaires de relever les nacelles remplies de poissons. Et là, ils sont en train de pêcher nos ombrines. Donc ils sont en train de passer à une grande seine, plus ou moins de la taille de l'enclos. Et ils vont rabattre donc ce fond et faire une petite poche avec nos ombrines. Des méthodes respectueuses pour le poisson. Et ils attrapent les poissons et ils vont les mettre dans des récipients qui sont dédiés uniquement à notre pêche, qui contiennent à la fois de l'eau de mer et de la glace. Ça va endormir, quelque part engourdir le poisson. On appelle ça aussi la méthode douce, qui évite au poisson de stresser d'autant plus et d'altérer sa chair par l'effet de protéase, d'hormones de stress. Par ces méthodes douces, Mayotte Aquaculture parie sur le développement durable et sur l'aquaculture raisonnée. Sur Terre, même procédé, et Yann Perrault veille au respect de la chaîne du froid. Dès le démarrage de la pêche, on a plongé nos poissons dans de la glace et de l'eau de mer, dans des petits récipients qu'on peut manipuler facilement en mer. Et arrivé à terre, ces petits récipients, on va les verser dans un grand récipient qui sera aussi, lui, équipé de glace et d'eau de mer. Et ça permet aussi un deuxième rinçage du poisson.
Les poissons sont ensuite transportés à l'intérieur de l'usine. C'est le temps de la pesée et du conditionnement sous glace. Quelques heures suffiront pour les transporter jusqu'au consommateur final. Entre le démarrage d'une pêche et une assiette qui se trouve à 12 000 km de ce démarrage de cette pêche, il va se passer 72 heures. Donc on peut être, nous, à Mayotte, plus rapide et plus performant que, sans citer, qu'un entrepreneur sur le marché européen qui livrerait, lui, peut-être à 1000 km. Et pour faire face à la départementalisation, le personnel, ici, est formé à l'hygiène alimentaire et toujours par le GSMA. Non seulement les jeunes qu'on accueillait et qu'on va accueillir bénéficiaient de diplômes plongée, permis voiture, permis côtier, mais désormais ils vont aussi avoir une base de connaissances sur ce qu'est l'hygiène alimentaire et pourquoi on a besoin de savoir travailler dans l'hygiène alimentaire. Le GSMA dispense 16 formations au métier de la mer. Parmi elles, la formation en plongée sous-marine. Ok, tout le monde est ok? Allez. Au port de Mamoudzou, le bateau des plongeurs accoste. Le formateur, Philippe Nouriga, est plongeur professionnel. Pour lui, enseigner la plongée, c'est offrir de multiples débouchés à ces jeunes. Il faut bien que tout le monde comprenne que ce lagon, il y a des potentiels du travail dans différentes branches. Alors, le secteur, bien sûr, le secteur touristique. Alors, la plongée touristique, il faudra aller vers le moniteur rat de plongée. Bon, qu'on est en train de préparer. Donc, on espère avoir bientôt sur Mayotte les premiers moniteurs ou monitrices de plongée. Mais au quotidien, c'est l'aquaculture. Au quotidien, ce sont les travaux dans les ports. Au quotidien, ce sont beaucoup de petits chantiers, dont actuellement tout ce qui est environnement littoral, entretien des mangroves, récupération d'espèces invasives. Ça, c'est pour eux demain. Hein, ce sont des emplois qui fomenter les futures sociétés. Le marché des métiers de la mer se développe, mais il se sature rapidement. Diplôme en poche, ces jeunes pourront postuler en dehors de Mayotte. Il y aura la possibilité d'une cinquantaine, je crois, d'emplois assez rapidement ici à Mayotte. Bien sûr pour aller vers les métropoles ou la Réunion, mais bien sûr au titre de la coopération régionale. Parce qu'on n'est pas seul dans ce canal du Mozambique. On peut travailler, leur diplôme professionnel est compatible avec un emploi, leur permet de travailler à Madagascar, voire aux Comores ou aux Seychelles. Ok, la première équipe. Allez, détendeur en bouche. C'est bon pour toi, Madi? 3, 2, 1, go! Ok, cette équipe, vous rejoignez le pondeur à l'avant. Sur le ponton d'en face, d'autres élèves du GSMA. Au garde à vous, ils attendent leur formateur, Areski Lafitte. Aujourd'hui, c'est l'examen du permis côtier. On y va. C'est Shahraman qui passe le premier. Hier, il distribuait la nourriture aux poissons. Avec ce permis côtier, il pourra conduire des bateaux de plaisance et notamment des bateaux de touristes. Pour le permis, il faut avant tout savoir tenir un cap. Vise les 4 frères là maintenant. Voilà, là tu vises un amer, un point remarquable, un bout de terre quoi. Donc ça c'est la navigation à vue. Ouais, impeccable. Un petit peu accélérer encore un peu. Et maintenant, les dernières épreuves, les plus délicates. L'incontournable simulation de l'homme à la mer. Un homme à la mer, à bâbord. Décisif s'il veut prouver qu'il peut manier un bateau rempli de passagers. Et enfin, il doit pouvoir accoster son bateau avec exactitude au plus près du ponton. Ça y va, t'as raison. Ouais, joli ça. Bonne nouvelle pour Shahraman. Son moniteur valide l'épreuve. Ouais, lui, il aura son permis bateau. Il sait bien s'arrêter, il sait bien se présenter, il a bien compris les histoires d'inertie. Il n'y a pas de problème. La formation est d'autant plus importante que Mayotte est isolée du reste du monde. La question des transports est donc cruciale. 2 compagnies aériennes font la navette entre Paris et l'aéroport de Dzaoudzi. Mais seul Corsair propose un vol direct. Corsair était la première compagnie à faire une ligne directe Paris-Dzaoudzi, et ce depuis juin 2007. En revanche, le Dzaoudzi-Paris, aucune compagnie ne peut faire un direct en raison de la piste courte. Donc nous faisons escale à Madagascar. En Paris-Dzaoudzi, nous mettons 10 heures et au retour, en raison de l'escale technique à Madagascar, nous mettons 14h30. Autre moyen de transport, le maritime. Bienvenue au port de Longoni. Il est en activité 7 jours sur 7 et c'est ici que transitent 90% des marchandises importées sur l'île. En janvier 2010, le port a inauguré ce quai de 225 mètres de long, multipliant sa capacité de stockage par 3.
un chantier à 90 millions d'euros. Pour Souad El Mifta, le responsable d'exploitation du port, cette opération a sorti Mayotte de son enclavement. Le port, c'est un outil de travail, c'est la porte d'entrée d'une île comme Mayotte. C'est nécessaire de mettre les moyens pour que puisse accompagner le développement de l'île Mayotte. Seuls les produits aquacoles et l'ilang-ilang s'exportent. Un conteneur déchargé ici repart vide. Un déficit commercial significatif. On a en moyenne 40 000 à 42 000 conteneurs par an qui viennent ici, 58% de ce qui entre, qui est pour la consommation locale à Mayotte. Mayotte doit équilibrer sa balance commerciale. L'île peut miser davantage sur une importation de proximité et sur une exportation de produits transformés localement. La desserte maritime approvisionne le supermarché de la Sodifram. 95% des produits sont importés de 150 pays différents. Pour le directeur, Alexandre Charal-Ambakis, gérer le plus grand supermarché de Mayotte, c'est d'abord faire face au coût des transports. Il y a deux modes de transport. Le maritime qui est groupé sur les ports, enfin à partir des ports en métropole ou ailleurs, hein, ça vient de Chine, du Brésil, etc. C'est ce qui coûte le moins cher pour approvisionner, mais on ne peut pas tout transporter. Pourquoi? Parce que nous avons un délai de 40 jours ou 45 jours de mer. Ce qui nous interdit par exemple de faire venir des produits frais, ce qui nous interdit de faire venir des fruits et légumes. Voilà. Donc il y a le deuxième mode de transport, c'est l'aérien évidemment. Ces produits-là, ils sont d'ailleurs marqués, on écrit ici arrivage avion pour bien montrer aux gens que ce sont des produits qui sont arrivés par avion. Exemple, ça fait une semaine de vente. Là, celui-là, c'est moins d'une semaine de vente. C'est un peu plus cher, c'est quand même plus cher. C'est plus cher parce que c'est plus, vous avez une taxe importante et puis surtout un coût d'approvisionnement qui est plus important. Les produits frais sont transportés par avion. Les cultures agricoles sont majoritairement vivrières. Elles assurent l'alimentation de base des familles. Quid de la production fruitière et maraîchère? Elle est peu développée et ne couvre pas les besoins locaux. Rendez-vous avec Charles Vignard, fondateur de la COPAC, la coopérative agricole du centre. C'est la première structure qui tente de professionnaliser le secteur des fruits et des légumes. Donc ici on est sur l'exploitation de Valérie et Laurent, exploitation agricole, donc ils sont installés depuis quelques années. Ils font partie de la COPAC et donc on vient récupérer des produits chez eux où eux vont livrer au niveau de la station de Combani pour ensuite agréer tout ça et envoyer chez nos clients. Le principe de la coopérative, c'est que c'est le coordinateur, Charles, qui s'occupe des relations avec les clients. Donc nous, on n'a plus à s'occuper de ça. Lui, il nous passe les commandes, nous, on récolte. Voilà, c'est ce qu'on fait là ce matin. Et après, on lui apporte ça et là, il redistribue au niveau des grandes surfaces. Et du coup, bon, on est payé un peu moins cher. On est un peu moins. Il y a 15 à 20% qui va pour la coopérative, donc on perd, c'est ce qu'on perd. Mais en termes de temps, c'est un gain énorme. S'organiser en coopérative est indispensable à l'heure de la départementalisation. En revanche, les salaires vont augmenter, le coût de la main-d'œuvre rendra Mayotte moins compétitive. Ce qui est coûts de transaction qui sont bien plus élevés que ce qu'on a en département, même d'outre-mer. Donc forcément, ça fait des charges supplémentaires. Si apparemment ça, le SMIC augmente, mais que les prix, eux, n'augmente pas dès lors qu'on est sous la concurrence de Madagascar avec des prix défiant toute concurrence, ça va être très compliqué pour l'agriculteur. C'est un tableau super noir là. C'est un tableau un peu noir, mais à côté de ça, on trouve des solutions en s'organisant, c'est l'idée de la COPAC. Les produits des différentes exploitations sont acheminés vers le local de la COPAC. De là, ils sont redistribués dans les petites et moyennes surfaces de l'île. Aujourd'hui, deux directions. D'un côté, le marché de produits frais devant le Sodicage de Combani et de l'autre, le supermarché Sodifram de Mamoudzou. Au marché, les clients sont séduits par l'originalité et la fraîcheur des produits. C'est la première fois que je le vois. Dans les magasins, c'est pas au top. Hein.
parce qu'ils viennent d'ailleurs, donc dans le transport, c'est pas tout à fait ça. Grâce à ce stand sur le marché, les agriculteurs de la COPAC doublent leur chiffre d'affaires de la semaine. L'agriculture est une faible contribution à l'économie mahoraise. La production locale est trop faible. Pour rattraper son retard économique, Mayotte doit s'appuyer sur des secteurs clés. C'est ce que pense le député Abdelatifou Ali. Au-delà des 3 secteurs d'activité que sont donc l'agriculture, la pêche et l'aquaculture et le tourisme, il y a un secteur traditionnel qu'il ne faut pas négliger, c'est le BTP, les bâtiments et les travaux publics. Le BTP constitue un secteur stratégique. Il est le plus grand créateur d'emplois et permet le développement d'autres activités économiques. Celui qui l'a compris, c'est Sam Aziz, l'un des entrepreneurs mahorais les plus riches de Mayotte. Rencontre de l'homme aux 1000 activités. Je suis arrivé à Mayotte, donc j'ai fait la quincaillerie, tout ce que vous voyez, la distribution des produits alimentaires et non alimentaires. Je suis concessionnaire de voitures, Isuzu. Je fais également la papeterie, je fais également les articles de sport. J'ai également une usine d'allumettes à Madagascar. J'ai aussi une usine de profilage de tôle. Bref, cet homme incarne la réussite à Mayotte. Aujourd'hui, Sam Aziz se lance dans la construction d'hôtels, une activité déterminante pour développer un tourisme encore balbutiant. Nous sommes dans l'hôtel Maharaja. C'est le premier hôtel que je viens de construire à Mayotte. Et on est ouvert depuis à peu près 2 mois. Donc c'est tout nouveau. Il y a très peu d'hôtels à Mayotte. Nous avons à peine 7 hôtels, dont il y a un hôtel en petite terre et 5 hôtels en grande terre. C'est très peu, ça totalise à peu près 200 chambres d'hôtel. À lui seul, l'hôtel Maharaja compte 80 chambres, soit 40% du parc hôtelier de Mayotte. Pour qu'on puisse venir à Mayotte sans se poser des problèmes où je vais dormir, est-ce que je vais trouver une chambre, il faudrait 1500 chambres. Pour que les gens, avec le mouvement d'avion qu'il y a, donc on est très très loin. Moi, dans mes projets, je dois construire encore 2 ou 3 hôtels. Mais Sam Aziz se heurte à une main-d'œuvre peu qualifiée. C'est une question de formation. Les maisons qui sont construites, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est un trait droit, naturellement. Pour quelle raison on a mis du bois? Si vous regardez, le truc n'est pas droit. On va y arriver, dans une dizaine d'années, on va y arriver à former les gens, mais aujourd'hui, c'est un problème. Sam Aziz contribue au développement du tourisme à Mayotte. En raison du manque d'infrastructures, le tourisme demeure modeste. En 2009, l'île a accueilli moins de 50 000 visiteurs, un chiffre marginal en comparaison des îles voisines de l'océan Indien. La même année, 960 000 touristes sont allés à Maurice, 400 000 à La Réunion. Mayotte dispose pourtant d'un potentiel touristique énorme. Direction le comité départemental du tourisme dirigé par Christophe Gravier. Son objectif, faire de Mayotte une véritable destination touristique. L'objectif, c'est d'arriver, pour atteindre ce trafic complémentaire, bien sûr de développer la capacité donc, en chambre d'hôtel, mais aussi de développer des activités complémentaires, notamment sur les ailes de saison, au travers entre autres de la croisière, et puis de la structuration de la filière plongée sous-marine et de toutes les activités type safari, baleines et dauphins, qui permettent donc de découvrir le lagon et puis l'ensemble de la faune et de la flore sous-marine de Mayotte. Une richesse sous-marine à découvrir à la plage de Ngouja, au sud de l'île. 3 touristes réunionnais sont au rendez-vous. Aux commandes, Olivier, moniteur de plongée et militant écotouriste, il insiste sur l'attrait culturel de l'île. Alors, d'ici, on arrive à voir quelques villages. Kanikeli, en fait, est un village plutôt à tradition malgache, alors que Kanibé est plutôt un village à tradition comorienne, mahoraise. Et donc, juste devant nous, là-bas, on a l'îlot d'Embouini. Et en fait, l'îlot d'Embouini, c'est l'extrême sud de Mayotte. Hop, attention la serviette. Et derrière l'îlot de Ngouini, c'est l'îlot de Sable Blanc. Souvent, bon, la demande, c'est d'aller à l'îlot de Sable Blanc. Alors nous, on en profite pour faire une balade plus complète, c'est-à-dire présenter d'autres aspects de l'île que de vraiment faire du charter en direction de l'îlot de Sable Blanc, ce qui serait peut-être même trop facile.
Hein, et on en profite voilà, de cet engouement pour cet intérêt touristique de ce lieu et pour sensibiliser les personnes sur l'environnement et la culture de Mayotte qui est très intéressante et complexe aussi. Et ces merveilles naturelles pourraient attirer les 2,5 millions de touristes qui sillonnent la région. Mais Mayotte n'est pas préparée à accueillir un tourisme de masse. Elle vise plutôt une clientèle à la recherche d'authenticité. Waouh! Je fais de l'écotourisme. Étant plongeur à la base, pour moi l'environnement c'est quelque chose de très important. Et en plus à Mayotte, qui est une île qui n'est pas très développée, qui est en voie de développement, je trouve que c'est important de mettre l'accent là-dessus pour essayer de la préserver un maximum. Et c'est à mon sens ce qui fait l'intérêt de Mayotte, c'est justement voilà, ces décors qui sont vierges et qu'il faut préserver un maximum. Voilà, si ça devient comme Maurice, Mayotte n'aura plus d'intérêt. Le tourisme à Mayotte cherche à se différencier et peut viser un tourisme naturaliste. Il devrait aussi miser sur sa géographie et développer des offres en direction de l'Afrique australe. L'île au parfum fournit l'ilang-ilang, dont on tire de l'huile essentielle depuis le 19e siècle. Avec une main-d'œuvre trop chère, Mayotte exporte très peu d'ilang. Solution de repli, faire de l'ilang un atout touristique. Direction l'exploitation de Fouad et Aurore Salim. Aujourd'hui, dimanche, c'est porte ouverte au public. À peine le temps de planter sa pancarte que les premiers visiteurs arrivent déjà. Ici, pas question de regarder sans rien faire. Tu prends ton panier aussi? Les visiteurs sont mis à contribution. Dans un premier temps, ils sont ravis. Je suis dans l'île au parfum, vraiment, tout à fait, c'est ça. C'est ça que je suis venue chercher à Mayotte et c'est ça que je trouve ici aujourd'hui. T'arraches à quel niveau? Au niveau de la tige ou au niveau de... Comme ça. Mais très vite, se rendre compte de l'ampleur de la tâche. C'est long, c'est long. Il faut les prendre une par une et tout. Donc c'est pour ça qu'ils ne trouvent pas beaucoup de gens pour le faire, quoi. Un travail pénible qui rebute les jeunes. Fouad est une exception. La population de producteurs d'ilang à Mayotte, c'est quand même des gens assez âgés. Donc c'est des gens de l'âge de mon père, plus que mon père, donc qui ont toujours fait ça. Seuls 3 pays produisent de l'ilang-ilang. L'exportation depuis Mayotte est très faible comparée à ses concurrents. Mais les premiers concurrents, c'est Mada puis les Comores, quoi. Il doit y avoir plus d'ilang et puis la main-d'œuvre, il n'est pas cher, donc je veux dire, les gens ils peuvent trouver facilement les gens pour pouvoir faire la cueillette, quoi. Pour l'heure, place à la magie de fabrication, une recette en 5 étapes. D'abord, peser la récolte. Là, on a 25 kilos en 4 heures de temps. Ensuite, allumer et maintenir un feu vif jusqu'à ce que l'eau bout. Déverser les bonnes proportions de fleurs dans l'eau. Refermer le couvercle de l'alambic. Attendre quelques heures en vérifiant parfois la température de l'eau. Dès que ça bout, normalement ça commence à sortir là-bas. 3 qualités d'huile en sortent. Mais ça c'est l'extra S, c'est la super qualité. C'est celle qui est extraite en premier. Aurore la vend en petite fiole à 18 €. Un gain non négligeable pour ce couple d'exploitants. La vanille peut aussi faire l'objet de circuits touristiques. Quelques irréductibles tentent encore de sauvegarder le patrimoine de l'île au parfum. Rencontre avec l'un d'eux, Ahmada Abdourahman, médaille d'argent 2009 au concours général du Salon de l'Agriculture. Sa vanille est d'excellente qualité, mais ne peut concurrencer les autres pays producteurs. Il y a trop de vanille dans le monde maintenant, dû au dernier cyclone qui a frappé Madagascar en 1999. Et après, c'était la flambée des prix qui ont atteint jusqu'à 600 € le kilo en 2003. Et à partir de là, il y a tout un tas de pays qui sont mis, notamment il y a eu la Chine, l'Inde, l'Ouganda qui s'est réveillé. Et du coup, on est passé à Mayotte de 18 tonnes annuelles à 2 tonnes. Et notre coût de revient, il est de l'ordre de 135 €. 1 kilo de vanille à Mayotte coûte 135 € contre 25 € aux Comores. Abdourahman n'envisage ni l'exportation ni l'enrichissement personnel.
Et depuis 40 ans, il féconde inlassablement ses plants de vanille. C'est un travail très délicat qu'il faut faire attention parce qu'il ne faut surtout pas le rater. C'est l'opération de fécondation. Oui, on enlève le cache. C'est un autre langage, on dit on va marier la vanille. Donc pour marier, faire l'amour, il faut se déshabiller. Et une fleur comme ça, c'est une gousse. S'il est réussi, au bout du 4e jour, il est là. Sinon, il tombe. Mais ce n'est qu'au bout de 6e semaine que la gousse atteint sa grandeur. Une fois atteint sa grandeur, elle restera pendant 9 mois pour qu'elle mûrisse. Vous voyez, il y a une sorte de veine là. Elle devient tout blanchâtre. Là, on sait qu'elle est mûre. Et il ne faut pas le laisser longtemps non plus, parce que si vous le laissez longtemps, elle se fend. Et là, elle perd sa valeur commerciale. Travailler la vanille, c'est très prenant. Et puis, c'est aussi une passion. Une passion véritable, et sa plus grande fierté se trouve dans ce coffre. C'est mon trésor, c'est toute mon économie. Donc, en quelque sorte, si les autres, c'est le pétrole, ou l'or, ou l'argent, nous, à Mayotte, c'est la vanille. Pour développer un tourisme naturaliste, Mayotte devra se doter d'outils de formation adaptés. Nous n'avons pas une population préparée et formée pour accueillir tous ces touristes. Le touriste est quelqu'un de relativement exigeant et si on n'arrive pas à faire respecter l'image de Mayotte accueillante et Mayotte île au parfum, on va plutôt décevoir que favoriser et encourager les touristes à venir sur place. Aujourd'hui, 2 établissements scolaires forment au métier du tourisme. Direction le lycée professionnel d'application de Kaweni. Son credo, former un personnel hautement qualifié. Ici, les professeurs sont triés sur le volet. Rencontre avec Giuseppe Anello, ancien chef d'un grand restaurant de La Réunion. L'avenir à Mayotte, c'est avoir des hautes qualifications, surtout dans le domaine de l'hôtellerie. Lorsque nous voyons la concurrence qui se trouve dans la zone de l'océan Indien, Mayotte a sa place, il y a besoin d'avoir une main-d'œuvre hautement qualifiée. L'enseignement se fait dans des cuisines professionnelles et les plats préparés le jour seront servis le soir au restaurant. Les élèves préparent les hors-d'œuvre, les plats et les desserts, apprennent à concocter les meilleurs cocktails et à dresser des tables dans les règles de l'art. La méthode a fait ses preuves, 85% des diplômés trouvent un travail dans la restauration. Tous ceux qui terminent leurs 3 ans de formation trouvent du travail. Hein, et nos élèves sont très demandés. Il y a des restaurants qui nous le réservent déjà. Hein. Et le résultat est probant. Les plats servis sont élaborés et savoureux, le service est soigné et surtout les clients sont satisfaits. De réputation très sympathique, une des meilleures tables de l'île, à mon avis. Le système scolaire s'améliore à Mayotte, même si un grand nombre d'enfants n'est pas inscrit à l'école. Principale raison, une surpopulation due à une immigration croissante en provenance des îles voisines. C'est ce qu'atteste le principal du collège Kungu dans le nord-est de l'île. Il y a un nombre important d'élèves qui arrivent en direct des Comores et qui sont scolarisés plus ou moins dans le primaire et ensuite dans le collège. Oui, il y a un nombre important. Oui. Dans l'établissement, ça peut avoisiner entre les 60 et 70%. Une démographie trop galopante pour le budget de l'État, résultat de maigres moyens pour la restauration scolaire. Seuls 3 lycées possèdent une cantine et 24 distribuent de petites collations. Dans la classe de Françoise Gouédard, 8 élèves reçoivent la PARS, la prestation d'aide à la restauration scolaire. Les élèves qui doivent aller chercher la PARS, levez-vous s'il vous plaît. Vous allez chercher votre PARS et vous revenez. D'accord ? Depuis 2004, on a effectivement une collation qui est distribuée aux élèves. C'est un sandwich avec soit un fruit, soit un yaourt, un laitage. Sur l'établissement, ça nous fait de l'ordre de 1100 collations par jour.
pour 830 boursiers, c'est-à-dire que ces 830 boursiers ont déjà la collation qui est payée. Soit 300 élèves qui ne bénéficient pas de la PARS, sous-entendu ceux entrés illégalement sur le territoire national. La raison serait la peur de demander de l'aide. Pour nous qu'on ne prend pas la collation, on nous dit qu'on nous a fait une solution. On nous dit d'aller chez l'assistance sociale. Mais parmi nous, il y a des gens aussi qui ont peur d'aller à l'assistance sociale. Allez Fatima. Mais ni la faim au ventre, ni les conditions difficiles de vie ne pourraient gâcher la fête de cette fin d'année scolaire. Mayotte, 101e département français, a les atouts pour accueillir des entreprises régionales et devrait à l'avenir affirmer sa vocation de point d'entrée vers l'Europe.